C'est good? Super. Bah, merci à tous d'être à l'heure. Il est pile poil 15h15. On a un planning qui est de 45 minutes, pile. Donc du coup, l'objectif, c'est de tenir pendant ces chronos-là. Donc je suis Laurent Delez de la société Hitachi Vantara. Et si vous êtes là, c'est qu'à première vue, le sujet Japon vous intéresse. Alors on ne va pas forcément parler que de Japon. Néanmoins, je vais faire un tout petit historique pour introduire mes participants. Hitachi Limited, société qui a plus de 110 ans d'existence, consortium de plus de 560 subsidiaires, donc subentités. Et ce sujet, ce qui fait qu'on est tous ici aujourd'hui, qui est Tech for Climate, a démarré chez Hitachi Limited en 2010. On était loin du buzz de RSE, etc., etc. Donc c'est un sujet qui est un peu dans l'ADN de l'entreprise. Et donc l'objectif de la session, qu'on vous présente ça, c'est comment en fait, effectivement, on part du Japon, on arrive à la France, c'est par des exemples concrets, comment on amène à travailler sur ces sujets ô combien importants de la réduction d'empreinte carbone pour un groupe industriel de plus de 330 000 personnes. C'est quand même un vrai challenge. Donc je suis accompagné pour cette session de Alex Hollande, de Hitachi Europe. Merci Alex, petit micro obligatoire. Et de Thierry Plouvier, de Hitachi Energy, que je vais laisser se présenter. Le temps, ils sont tous allumés normalement, il n'y a pas de souci. Good. Voilà. Bah alors, Thierry, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Thierry Plouvier et je suis le président en France des activités d'Hitachi Energy. Donc, au sens très large, ça comprend du renouvelable, du nucléaire, des raccordements, du logiciel. Mais voilà, mais plutôt le métier de l'énergie que je représente aujourd'hui. Puis je vais vous parler un petit peu de comment l'esprit japonais est arrivé sur nos métiers. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui et participer dans cet événement important et de faire partie de toutes ces conversations et débats passionnants qui nous entourent aujourd'hui. Je m'appelle Alex Holland, je travaille pour le groupe Hitachi depuis 18 ans, quasiment maintenant. Je suis basé actuellement à notre siège européen en Angleterre, établi bien sûr avant le Brexit. Donc j'espère que vous allez comprendre mon français un peu british. Je travaille dans tous nos secteurs différents sur les solutions pour la décarbonation. Merci. Super. Donc la partie, ça va se passer en deux parties. Une partie qui est plutôt présentation pour partir du postulat. Pourquoi déjà vous êtes là, pourquoi on est là. Et après on fera un échange de questions entre les entités. Et puis on a des questions aussi bien sûr pour vous. Et je pense et j'espère que vous aurez aussi des questions pour nous. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc Alex, tu as la parole pour l'introduction du transformation du côté Occident, enfin du Japon vers l'Occident. Merci Laurent. Et voilà, premier. Bonjour. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu du changement climatique au point de vue du Japon. Alors chaque année, les Japonais se tournent vers la floraison des cerisiers et chaque année, la saison arrive de plus en plus tôt. Le Japon est exposé à divers systèmes météorologiques et connaît une grande variété de climats, allant des hivers glaciaux d'Hokkaido aux climats subtropicaux d'Okinawa. Alors les changements dans les régimes de température sont susceptibles de perturber les écosystèmes et aussi d'avoir un impact sur la production agricole et aussi menacer les établissements et les infrastructures humaines. Et déjà, le changement climatique a de nombreuses conséquences au Japon, telles que des typhons et des canicules plus fréquents, et aussi les inondations plus importantes. Le niveau de la mer augmente par 5 mm par an depuis 1993 le long de la côte japonaise, ce qui menace aussi une grande partie de sa population et de sa production industrielle. Mais confronté à ces défis climatiques majeurs, le Japon reste quand même le 5e plus grand émetteur de CO2 au monde. Alors on va se demander pourquoi et essayer de comprendre un peu sa transition énergétique difficile et voir aussi, regardez un peu ici, ses projets justement pour atteindre ses objectifs de décarboner d'ici 2050. Alors, non, pas encore. Merci.
Donc, depuis les années 1970, le Japon a pu alimenter une grande partie de sa croissance économique grâce à l'énergie nucléaire. Cependant, depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, il a repensé cette politique et s'est engagé à une transition énergétique importante. Il a fermé son secteur nucléaire presque immédiatement et a cherché de combler l'essentiel de la différence en brûlant davantage de combustibles fossiles. Par la suite, il s'est également tourné à des sources d'énergie plus propres, plus durables. Donc, grâce à sa grande capacité hydroélectrique et son potentiel pour l'énergie éolienne offshore, le pays pourrait théoriquement disposer d'un réseau à peu près 100% renouvelable. Mais il est confronté à un certain nombre de défis pour mettre en place ces mesures. Alors, certains de ces défis sont dus aux réalités géographiques inévitables. Les énergies renouvelables occupent beaucoup d'espace, mais la topographie montagneuse du Japon fait que les terres utilisables, en fait, sont rares. Même la superficie agricole est trop faible pour approvisionner ces 126 millions d'habitants. Et ces problèmes sont aggravés par le fait que à peu près un cinquième de ces terres agricoles, ou 11% de la superficie totale, ne sont pas enregistrées à cause d'une bizarrerie du droit de succession qui fait que de grandes parties du pays sont officiellement détenues au nom des personnes qui sont effectivement décédées depuis des générations. Et d'ailleurs, les tremblements de terre et les typhons signifient également que les projets de construction à grande échelle doivent être conçus en prenant en compte des niveaux très élevés de résilience aux catastrophes. Par exemple, les éoliens de classe 3, une conception relativement légère et rentable qui domine dans la plupart des pays, sont rarement utilisés au Japon en raison du risque qu'elles soient endommagées par des rafales extrêmes. Donc il y a des défis majeurs à surmonter. Et le Japon devra faire appel à l'ingéniosité et à l'esprit innovateur qui ont fait sa renommée. Il doit continuer à investir pour augmenter les énergies renouvelables, pour relancer son secteur nucléaire en toute sécurité, et aussi à réduire la consommation d'énergie dans ses industries. Et déjà, il a pu réduire les émissions de gaz à effet de serre par 23% par rapport au niveau de 2013, mais il reste encore beaucoup à faire. Et le Japon, toujours engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, doit continuer à innover pour surmonter ses limites géographiques et autres, comme il a toujours fait. Pardon, encore 2. Voilà. Avance encore une fois, merci. Et alors, c'est de cette culture d'innovation qu'est né Hitachi. Et je veux vous parler maintenant un peu de cette entreprise, de notre société Hitachi et sa vision justement pour lutter contre le changement climatique. Alors, depuis sa création dans une petite atelier de réparation en 1910, dans l'Ibaraki préfecture au Japon, la mission d'Hitachi porte sur quelque chose qu'on appelle l'innovation sociale. Et aujourd'hui, une grande partie de cette mission concerne la décarbonation et la transition énergétique. Et cette mission est soutenue par nos centres de recherche au Japon et à travers le monde, comme ici en France à Sophia Antipolis. Et ces centres ont une perspective à long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, plutôt que d'être guidés par des contraintes commerciaux à court terme. L'objectif principal est la neutralité carbone, tant au sein d'Hitachi que par l'intermédiaire de nos clients et de nos chaînes d'approvisionnement. Si tu peux avancer, merci.
Et donc Hitachi est en train de se redéfinir en tant qu'innovateur en matière de changement climatique, en se concentrant sur une poignée de secteurs dans lesquels on peut faire la plus grande différence. Par exemple, dans l'industrie lourde, par exemple la fabrication des automobiles ou la production de l'acier, donc des industries très gourmandes en énergie. On propose des solutions Industrie 4.0 pour rendre les usines plus économes en énergie, et aussi des solutions basées sur l'hydrogène et aussi sur l'énergie verte qui remplacent les processus traditionnels qui sont plutôt basés sur les combustibles fossiles. Le secteur des transports représente plus de 20% des émissions mondiales. Et nous, à Hitachi, nous pensons que le transport ferroviaire devrait être l'avenir de ce secteur et devrait remplacer progressivement le secteur aérien. Les trains que nous fabriquons sont électriques, mais ils sont aussi hybrides. Donc, ils sont idéaux pour les endroits où les infrastructures ne sont pas encore développées. Par exemple, là où les voies ferrées ne sont que partiellement électrifiées. Et si on doit tout électrifier dans les transports, dans les autres secteurs, il faut bien que les réseaux électriques soient prêts pour ça. Et donc, on travaille dans le secteur de l'énergie en proposant des technologies pour renforcer les réseaux électriques et aussi pour intégrer plus d'énergie renouvelable. Par exemple, en connectant les parcs éoliens offshore au réseau terrestre avec nos câbles HVDC. Et on est très présent dans le secteur informatique, où justement la combinaison de notre capacité numérique et notre savoir-faire et technologie opérationnelle, comme les trains, les transformateurs, cette combinaison est la clé pour ouvrir de nouvelles voies vers la décarbonation dans ces secteurs. Si tu peux avancer. Et voilà donc quelques-unes de nos innovations dont j'en ai déjà parlé un peu, donc des trains hybrides à batterie, des solutions pour électrifier des flottes de véhicules tels que les bus et même les camions, des solutions pour renforcer les réseaux électriques et aussi pour connecter les énergies renouvelables. Toutes ces technologies vont jouer un rôle très important dans la décarbonation. Mais si vous étiez ici ce matin, comme on disait à l'événement ce matin, ce n'est pas la technologie à elle seule qui va sauver la planète. La décarbonation exige une transformation profonde dans toutes les industries qui s'étend à l'ensemble des chaînes de valeur pour mettre en œuvre des nouveaux modèles business, les nouveaux modèles économiques qui sont durables et plus circulaires pour que la décarbonation soit mise en place d'une façon persistante et équitable. Et pour Hitachi, en travaillant à l'intersection de ces secteurs de l'énergie, des industries, des transports et du numérique, et à travers tout le long des chaînes de valeur de ceux-ci, qu'on a la possibilité, même la responsabilité, de maximiser notre impact positif sur la planète. Merci. Merci Alex. Alors j'ai des questions, ça tout est préparé. Hein. C'est OK pour la caméra, je reste là? Super. Alors on a parlé de plein de choses, hein. L'innovation est au cœur effectivement de notre ADN en tant qu'entreprise, mais pour Thierry, c'est toi. La question sera définitivement pour toi. Oui, c'est clairement visible au sein du groupe, mais c'est quoi les défis en fait, qu'on a sur la transformation du secteur énergétique complet? Est-ce que tu peux donner des exemples ou expliquer comment on le fait Merci Laurent. Donc peut-être juste quelques exemples pour compléter ce que disait Axel tout à l'heure. La France est un pays unique par rapport au Japon, et donc c'est vrai que c'est compliqué de tirer des liens entre l'un et l'autre. La France, 67 millions d'habitants, vous voyez la carte avec quelques îles, la Corse, Bréa, etc. Le Japon, c'est une grande banque de terre. Il y a 7000 îles. 7000 îles au Japon.
Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs dans la salle. C'est pas grave. En France, on a la chance d'avoir un réseau électrique, 50 Hertz. Au Japon, il y a 4 régions indépendantes. Il y a des régions 50 Hertz, des régions 60 Hertz. Voilà, donc rien que ça. Et il n'y a aucune interconnexion possible avec les pays voisins. Donc il faut qu'ils se débrouillent. Et puis, on a cité Fukushima tout à l'heure, 2011. Le Japon, c'est un des pays dont l'énergie primaire est la plus carbonée. Nous, on a 70% de nucléaire. Ils ont à peu près, eux, 70-75% de fossiles. Donc, voilà. Donc, quand on essaie de tirer des ponts entre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut tirer du Japon pour l'implanter en France, et c'est mon rôle, c'est pas évident. En fait, il y a un dénominateur commun, c'est l'innovation. Et en tout cas, la manière avec laquelle on traite ce sujet en France, c'est de se dire que décarboner, c'est d'abord électrifier. Et donc notre rôle et notre mandat et notre mission auprès de nos clients, c'est de s'assurer qu'à chaque fois qu'on peut remplacer une source d'énergie fossile par de l'électricité, alors on participe à cet effort de décarbonation. Et en particulier, les quelques exemples sur lesquels aujourd'hui on travaille avec nos principaux clients en France, mais aussi en Europe, c'est évidemment de raccorder cette énergie renouvelable, alors je vais la mettre décarbonée entre guillemets, offshore pour l'amener à terre. Et puis c'est également de favoriser toutes ces grandes interconnexions entre les pays européens. Vous savez que, vous savez peut-être pas d'ailleurs, vous savez combien d'interconnexions nous avons en France avec nos pays européens voisins? 4, 50. Il y en a qui sont historiques, petites, en courant alternatif, et il y en a effectivement de plus en plus bien connus entre l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, qui sont des courants, des interconnexions à haute tension et en courant continu. Donc voilà, donc c'est cette innovation, ce sont ces innovations qui, en tout cas dans le domaine de l'énergie, nous permettent aujourd'hui de contribuer à la décarbonation, l'interconnexion des pays européens. Est-ce que j'ai répondu, Laurent, en quelques exemples? Oui, c'est parfait. Alors après, j'ai une question pour vous, public. On parle effectivement de transformation des transports, donc électronique bus. Pour vous, si vous avez une petite idée, c'est quoi les plus grands challenges de cette électrification des transports? Si vous avez une petite idée. Alors désolé, en plus, parce qu'il y a un micro, il faut que je me déplace. Tout est enregistré. Donc on note votre nom à chaque fois que vous répondez. Est-ce que vous avez une petite idée? Pour vous, naturellement, alors à votre niveau à vous, alors, en tant qu'expert. Non, je répondrai, c'est pas grave. Donc l'autonomie, je vais éviter de faire les deux comme ça. L'énergie en elle-même. Ouais, la recharge, ou le point de recharge. Oui, oui, c'est une excellente réponse. Oui, on se rapproche, tout doucement et sûrement. Tu veux donner Oui, j'ai quelques exemples à donner, mais je vais peut-être attendre le reste des questions. Peut-être que pour répondre, je pense que les questions sont toutes très très pertinentes. Et en tout cas, si vous voulez googler un peu, vous verrez 2 exemples qui répondent exactement aux questions que vous avez posées à Nantes et à Clermont-Ferrand, où effectivement on a tenté de faire en sorte d'avoir des bus électriques, mais qu'on recharge le moins possible. Et la manière de les recharger le moins possible, c'est de ne les recharger que lorsqu'ils s'arrêtent en station, avec un système qu'on appelle le biberonnage, qui est bien connu maintenant, qui permet de limiter la taille des batteries qu'on met dans le bus, et c'est autant de passagers qui pourront y monter et y descendre, et de ne recharger en fait le bus que lorsque on en a besoin. Et puis après, peut-être, je vais prendre une parenthèse qui serait plus conclusive, mais je vais le dire maintenant. Et j'étais un peu mal à l'aise ce matin par rapport à certaines présentations, parce que avec toutes ces technologies, on développe de plus en plus d'infrastructures. On consomme de plus en plus de matières premières, dont certaines qui peuvent être critiques, etc., etc., etc. Et l'équilibre que l'esprit japonais, et là on peut quand même tisser des liens, c'est de se dire que oui, on construit des nouvelles infrastructures plutôt que de prolonger les infrastructures existantes. Oui, on consomme des matières premières qui demain seront de plus en plus critiques, mais en tout cas, l'impact global pour la société, il est plus favorable que de laisser aujourd'hui les infrastructures vieillissantes avec des productivités énergétiques qui sont moins bonnes que ce qu'on pourrait avoir demain. Voilà, tout le rôle de l'innovation qu'a expliqué Axel. Pour rebondir, parce qu'il y a une question qui a été donnée, effectivement, alors, vous avez dit pour certains, la batterie, donc les minerais qui vont générer, comment on fait pour les gérer, etc. Alex, est-ce que tu as une réponse sur ça, sur comment on gère cette partie-là qui est comme consommateur de CO2 et qui pollue globalement, enfin qui peuvent polluer?
pour la durée de vie de ces équipements-là. Voilà, non, merci bien sûr. Donc, d'abord pour préciser, Hitachi ne fabrique pas de véhicules électriques ni de batteries pour les véhicules électriques. Ce qu'on propose, c'est des solutions pour faciliter l'électrification des flottes. Alors, je vais expliquer. Une batterie, après 8 ans ou 10 ans dans un véhicule électrique, est souvent trop faible maintenant pour approvisionner le véhicule. Alors, à ce moment-là, il y a 3 options. Soit on peut le jeter en décharge, ce qu'il faut éviter. Il y a contamination des sols et des eaux avec des métaux lourds, etc. Deuxième option, on peut le recycler en cassant la batterie pour récupérer les minéraux qui sont dedans pour après faire plus de batteries. Le problème, c'est que les infrastructures à grande échelle pour ça ne sont pas encore en place. Et donc, ce processus est souvent pas rentable. Donc, le coût du processus est supérieur aux valeurs des matériaux qu'on récupère. La troisième option, c'est de rénover la batterie et la donner une seconde vie. Par exemple, on peut les mettre dans les dépôts pour absorber l'énergie des panneaux solaires. Et c'est plutôt vers là qu'il faut aller. Alors, les solutions d'Hitachi s'agissent de surveiller les batteries tant qu'ils sont dans les véhicules pour prolonger la durée de vie et de bien les gérer en sorte que déjà la durée de vie, la durée de la première vie est aussi longue que possible, mais aussi que les batteries soient prêtes après pour une seconde vie. Et puis deuxièmement, on est en train de regarder dans nos centres de recherche des technologies pour les passeports de batteries. Alors ça, c'est un système, une technologie pour gérer le recyclage tout au long des chaînes de valeur pour avoir une économie plus circulaire. Good. Ça a répondu en tout cas au challenge. Alors après, il y a un vrai sujet qui est en France d'actualité. On parle d'énergie et pas pour toi, du coup, Thierry, sur le secteur de l'énergie, qu'est-ce que concrètement les gens nous demandent sur ce sujet-là ? Sujet sensible, on en a parlé toute la matinée, mais qu'est-ce qu'ils nous demandent ? C'est quoi les retours en fait ? En fait, le chemin que nous avons pris chez Hitachi Energy en France, pour moi, c'était un petit peu un coup de boost qu'un de nos clients nous a demandé il y a 3 ans à peu près. Et je sais que ça se fait dans les biens de consommation, mais c'était très en avance. Il me dit, écoute Thierry, on veut bien acheter tes produits, mais à chaque fois que tu nous l'envoies, avec le bordereau de livraison et la facture, tu nous mets l'empreinte carbone de ton produit. Et dans des produits industriels comme des produits, des transformateurs, de la haute tension, des interrupteurs, c'est un truc qui est super compliqué. Et en fait, on s'est forcé à établir tout ce qui aujourd'hui devient commun, c'est des éco-passeports, des analyses du cycle de vie, etc., etc. Et aujourd'hui, nos principaux clients sont des donneurs d'ordre publics. Dans l'énergie, c'est pas très compliqué en France. Ils mettent une part croissante sur l'intégration de la mieux-disance en termes de RSE dans les appels d'offres. Il faut y répondre. Et aujourd'hui, pratiquement tous ces nouveaux appels d'offres comportent effectivement tout ce que je viens de citer, à savoir éco-passeport, enfin pas éco-passeport, analyse des cycles de vie, les notices de démontage en fin de vie. Ça veut dire qu'on prévoit dès l'origine comment dans 10 ans, le client va devoir démonter les produits, quels outils il va devoir utiliser pour le faire, etc. Et avec quel type de compétences. Voilà. Et donc je pense qu'il y a, à l'époque on s'était fait un peu saisir il y a 3 ans sur comment on allait faire, et aujourd'hui je pense que tout l'écosystème commence tout doucement à s'aligner et à laisser le signe un peu positif de ce dont on voit dans nos métiers. Voilà, les donneurs d'ordre également commencent à intégrer ces dimensions RSE dans les appels d'offres publics, et ça c'est une excellente nouvelle. Alors, je pourrais rebondir, parce qu'on a eu la question ce matin sur le stand pour la pondération de nombre de clients dont le sujet du RSE est critique dans les appels d'offres. Vous avez une petite idée ? C'est un client sur combien ? Ou c'est combien de projets ? Sur 10 projets, combien de clients pondèrent ce sujet comme étant important ? Alors, c'est pas 50%, je vous arrêtez. Malheureusement, peut-être aussi, on pourrait dire. Est-ce que c'est 1 sur 2 ? Enfin, alors, sur 10 projets, c'est 8 sur 10, 5 sur 10, 3 sur 10 ? 3 sur 10 dans quel sens ? C'est 3 demandes, 7 ne demandent pas ? Ok ? C'est 8 sur 10. C'est l'inverse. C'est 8 sur 10. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pondéré de 10 à 20%. Alors, comme le disait Thierry,
vaut mieux être bien placé que pas bien placé, mais c'est un sujet sur lequel maintenant c'est ancré. Alors c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, il y a toujours l'analyse qu'on peut en faire et la façon dont on peut le traiter, mais néanmoins, c'est quand même maintenant un sujet d'actualité qu'on voit partout, alors que ce soit d'un point de vue infrastructure data, d'un point de vue énergie ou d'un point de vue transport, c'est des sujets sur lesquels on a. Alors, on a d'autres contraintes, parce que Thierry les a cités, c'est être capable de, entre guillemets, prendre un produit, avoir les bons outils pour pouvoir les recycler. Bon, c'est encore un autre sujet, hein. Chaque métier est un peu différent. Alors, si on devait nous maintenant mesurer, enfin vous messieurs, hein, en tant qu'entité d'Hitachi, dont j'appartiens aussi, notre effort et notre, comment on mesure ça, comment on définit des KPI, comment ça avance et comment on est capable de le partager effectivement à nos clients et nos partenaires. Qui veut prendre le premier part? Allez, première question et la première réponse, pardon. Bon, donc à Hitachi, au sein d'Hitachi, on a toute une division qui s'appelle Environmental Business Division, qui s'occupe de la stratégie de développement durable et aussi pour la mise en œuvre de cette stratégie à travers tout le groupe. Donc décarboner toutes nos usines, décarboner tous nos bureaux, etc. Donc eux, ils ont commencé à regarder les grandes questions sociétales, environnementales, en se basant sur les ODD, les normes GRI, etc. Ils ont identifié 6 domaines prioritaires, y compris environnement, sécurité, résilience, etc. Et puis pour chacun de ces domaines, ils ont identifié certaines mesures, certains sous-thèmes pour faire ça. Est-ce que tu as le slide pour ça? C'est ça, merci. Alors, pour le domaine de l'environnement, par exemple, on est engagé, comme beaucoup d'autres sociétés d'ailleurs, à la neutralité carbone d'ici 2050. Alors, ça commence par la neutralité carbone dans nos propres bureaux et usines d'ici 2030. Et déjà, on a un taux de 40% par rapport à l'année 2010. Puis après, ce qui est plus difficile, on doit calculer les émissions de nos clients et de nos chaînes d'approvisionnement. Puis on porte aussi la priorité sur la consommation pour réduire la consommation d'eau et réduire aussi les déchets. Et puis finalement, on veille que tous nos nouveaux produits respectent les principes d'éco-conception. Donc, par exemple, nos trains sont désormais plus légers, plus économes en énergie, et dont 95% des matériaux sont recyclables et récupérables en fin de vie. Thierry? Oui, peut-être pour sinon conclure, mais au moins élargir un peu le débat. Les activités énergie d'Hitachi, en fait, elles sont issues d'un autre actionnaire qui était le groupe ABB, qui est suédois et suisse, et en fait, qui nous a racheté il y a 3 ans maintenant. Et en fait, ce que le Japon a apporté à nos visions de l'époque, c'est le temps long. Et c'est assez raccord avec ce qu'on voit depuis ce matin, hein, ce temps long. Je me rappelle avoir présenté en 2022 mon plan stratégique 2025. Ils m'ont dit non, mais un plan stratégique, c'est 2030 au moins. Voilà, donc on a dû retravailler un peu. En tout cas, c'est pour ça que dans ces innovations, et c'est qui ont été décrites, on milite vraiment pour réfléchir sur le temps long. Et en tout cas, ce que nous demandent nos actionnaires et ce qu'on explique à nos clients, c'est qu'on est là pour... Alors le mot est un peu pompeux, mais bon, c'est l'après-midi, la salle est belle. C'est un peu éclairer le futur décarboné de nos clients. Donc voilà, donc c'est ça qu'on doit faire. On doit discuter avec nos clients, non pas des produits qu'il a besoin aujourd'hui, mais d'arriver à éclairer son futur décarboné. Et si on se met à la place du client et qu'on se dit comment Hitachi ou d'autres peuvent nous aider à décarboner nos activités, quelles qu'elles soient, dans la mobilité, dans la transmission d'énergie, dans le logiciel, on en parlera peut-être après. Voilà, on doit aider nos clients à imaginer leur futur décarboné. C'est vraiment la mission que nous donnent les actionnaires du groupe. Le temps long. Alors, il y a des gens qui ont compris la culture japonaise. La patience. Non, mais c'est une bonne qualité. Hein. Dans le temps où on travaille sur le temps, on ne travaille pas sur l'année. Hein. Donc, on ne peut pas transformer une société ou un groupe complet. Alors, comme je disais en intro et comme l'a dit Alex, ça démarre depuis 2010. Si vous cherchez 2010, Sustainability Report, vous trouverez celui d'Hitachi,
qui était le démarrage d'une transformation du groupe dans cet axe-là. Et bien sûr, comme tout grand groupe industriel, tous les ans, on met notre rapport complet. Et nous, alors, on la touche chacun de l'autre et chaque entité développe le propre sien pour le scope 1, scope 2. Scope 3, c'est toujours un petit peu plus long. D'ailleurs, petite question ouverte, qui en est au scope 3 et a fini son scope 3? Merci. Merci. Je ne sais pas si parce que vous ne voulez pas lever la main ou si il y a d'autres contraintes. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est important de partager et surtout de se faire challenger et de demander une orientation. Tout se fait pas malheureusement en un claquement de doigts, donc tout prend un certain temps. Alors on arrive tout doucement vers la fin, même si on a un petit peu de temps, donc on va pouvoir aussi prendre des questions. Mais j'allais dire tout doucement sur le mot de la fin, vous avez compris qu'on est un groupe industriel, hein, plus de 560 subsidiaries, 330 000 personnes, un chiffre d'affaires qui est relativement conséquent vu la taille du groupe. Mais comme tout consortium industriel, il faut faire bouger l'ensemble des briques pour arriver à l'objectif. Alors c'est vrai que là, on a eu deux visions bien différentes, le transport et l'énergie. Il y a d'autres sujets, on aurait pu aborder d'autres sujets, mais il aurait fallu peut-être 2 heures pour avoir toutes les entités d'Hitachi. Ça aurait été très très compliqué. Mais j'allais dire, comme on arrive tout doucement, le mot de la fin, c'est messieurs, êtes-vous confiants? Pour reprendre ce qui a été dit dans les sessions juste avant, pour ceux qui étaient en amphithéâtre, est-ce que vous êtes confiants sur l'avenir, alors à titre bien sûr professionnel et à titre personnel, et notre atteinte de la réussite qui prendra le temps? Moi, ce que je peux dire, c'est que, et c'était, je pense, sur une des diapositives qu'on a vues ce matin, je pense que même si tout n'est pas très positif dans ce qui a été montré ce matin, je pense qu'il faut de toute façon l'accepter avec raison et bienveillance, et puis travailler à l'après, parce que de toute façon, ce qui est fait est fait. Et voilà, et en tout cas, c'est le message qu'on passe aussi à nos salariés, qui sont parfois un peu éco-inquiets, à nos clients qui nous posent des questions. Mais voilà, on regarde tout ça avec raison et on travaille sur les solutions de demain. Et bon, Laurent, je pense qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui de la technologie, mais je pense aussi que si on ne reste que dans le domaine de la technologie et des solutions, qu'on ne va pas s'en sortir. Qu'il faut aussi regarder, il faut changer un certain nombre de fondamentaux. Donc il faut de la créativité technologique, bien sûr, mais aussi de créativité politique, sociale, économique. Donc c'est clair que devant nous, il y a un très grand défi, mais c'est aussi une formidable opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Mais pour ça, s'il faut des grandes sociétés comme Hitachi, il faut aussi des consommateurs engagés, il faut un électorat averti, il faut un gouvernement doté d'une vision et d'une capacité de leadership. Hein, donc, mais en matière de technologie, on a des solutions, hein, on a des outils. Et il ne faut pas attendre la fusion nucléaire avant d'agir, hein, ça sera trop tard. Hein. Il faut savoir agir, mais ensemble, avec ce qu'on a aujourd'hui, pour justement assurer l'avenir de notre planète. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Bah, le mot de la fin, je n'ai pas grand-chose à rajouter, vous avez tout dit, en plus c'est ce qui est très beau. Donc un grand merci en tout cas Alex et Thierry pour cette interaction. J'espère que ça a été instructif. On est présent sur le stand, donc je vais mettre les personnes, alors j'ai mis pas tout le monde puisque j'ai mis les personnes qu'il y a, donc vous avez Alex et Thierry qui sont présents, n'hésitez pas à revenir les voir, c'est vrai que c'est un peu court pour aller plus dans le détail, pour expliquer un peu dans chaque métier ce qu'on est amené à faire, ce qu'on peut proposer. Là ça reste un petit peu un teasing entre guillemets du sujet, mais il y a plus vaste que ça. Mais là, l'objectif, c'était vraiment condenser sur 2 grandes parties vous avez entendues ce matin. Donc voilà, un petit retour d'expérience et on va dire comment nous, on arrive à prendre ça en compte. Ouais, hein, comme l'a très bien dit le titre, du Japon à la France, comment on s'inscrit dans cette démarche-là en tant que groupe industriel où chacun a des obligations. Est-ce que vous avez le mot de la fin? Êtes-vous confiant rapidement sur notre avenir à court, moyen terme? Voilà, qui est confiant? Il lève la main. On ne veut même pas besoin de répondre. Vous bougez juste la main. Vous avez le droit de faire un demi-bras. Ça s'appelle vous êtes mitigé. Il y en a quand même un, c'est pas beau. 2, oula, 3. Bon, merci. Ça. L'objectif de Tech for Climate, moi, je reviens sur l'esprit du groupe Constellation, c'est ce partage, ce fait qu'on s'inscrit dans cette démarche-là, qu'on expose, qu'on interagisse, qu'on apprenne aussi des autres. On a eu l'occasion d'interagir avec pas mal de gens et de faire évoluer tout ça, c'est un tout. Il n'y a pas que la technologie, comme tu l'as dit Alex, hein, il y a les humains. Et je pense que si on réussit, ce sera par l'humain. Et on vire la bonne intelligence, en tout cas, de notre communauté qui a toujours réussi à rebondir. Donc, en tout cas, un grand merci à vous.
Merci pour votre présence. Et merci encore Alex, Thierry et l'ensemble des équipes. Ah pardon, si, j'avais une vidéo, mais on va revenir vite en arrière. Non, comme on doit prise... Ah, excusez-moi, c'est pas encore coupé. Mais coup pas, parce que tout est carré, il faut pas bouger d'un fil. Non, bien sûr, il y a le droit aux questions. J'ai juste une question, en fait. L'un des problèmes, en fait, même quand lorsqu'on fournit des systèmes vertueux, donc électriques, c'est la rareté de la ressource, ou en tout cas le coût de la ressource, on peut le prendre dans le sens qu'on veut. Et moi j'avais une question, en fait, on se rend compte que c'est plus vertueux lorsqu'on va plutôt vers de l'usage, vente d'usage. Et donc, est-ce que vous proposez ce type de business model, ou est-ce que vos clients, en fait, vous le demandent de manière à finalement étendre la durée de vie de tous ces beaux systèmes? Alors, c'est un des sujets qu'on a abordé hier. Aujourd'hui, dans les produits qu'on vend à nos clients, je vais prendre un exemple. Il y a 8% de matière recyclée. On peut monter technologiquement à 30. Mais la limite économique, elle est à 10, 12. Donc on a une première explication avec le client qui est de dire, OK, on peut, dans une économie circulaire, récupérer une partie des produits issus des générations précédentes, les intégrer à nos produits. De 8 à 10%, c'est bien pour tout le monde, c'est surtout bon pour la planète. Au-delà de 10, ça va vous coûter plus cher. Est-ce que vous êtes d'accord pour payer plus cher ? L'autre sujet, c'est effectivement, on est dans des produits d'infrastructures plutôt lourdes, qui sont installés pour parfois 20 ans, 30 ans. Donc les modèles financiers ne sont pas faciles, mais je pense que c'est un vrai sujet. Notre industrie n'est pas prête encore aujourd'hui, mais effectivement plutôt à vendre un usage qu'à vendre un actif, et bien faire payer à nos clients le fait qu'ils utilisent un transformateur, un disjoncteur, une ligne haute tension, tous les ans en fonction de l'usage qu'il en fait, etc. Après, on aura des histoires d'actifs échoués, de coûts non utilisés de l'actif, etc. Bon, on aura des choses un peu compliquées, mais en tout cas, dans ma phrase de éclairer le futur décarboné du client, je pense que c'est quelque chose dans lequel on doit aller. C'est un très bon point. Très bon point. Il y a un autre exemple aussi. Alors, je ne sais pas si ça répond directement à votre question, mais donc... en Angleterre, en fait en Écosse, il y a une société de bus qui s'appelle First Bus. Alors justement, ils voulaient utiliser notre système pour surveiller les batteries qui sont dans les bus. Et on avait dit, donc, avec notre technologie, vous allez voir que la durée de vie des batteries va se prolonger. Ils ont demandé, alors, est-ce que vous pouvez le prouver ? Donc on a formé une société avec First Bus. Donc on est actionnaire et First Bus sont des actionnaires aussi. Et c'est cette société qui a racheté toutes les batteries. Donc maintenant, les batteries sont dans cette société spécifique et on utilise notre technologie. Donc maintenant, on est de vrais partenaires. Et ça s'appelle Battery as a Service, si vous voulez. Donc c'est un système, un modèle d'affaires un peu différent qui peut montrer aux clients que vraiment on est des partenaires pour prolonger la durée de vie et avoir la bonne gestion des assets. Est-ce que ça répond à un début de votre question ou à une fin de votre question? Qui est en usage d'un modèle as a service dans vos entreprises pour tout type de service d'ailleurs? Pardon, je ne regarde pas là parce qu'on a déjà discuté. 2, merci Thierry. Alors, il faut savoir juste par les analyses que c'est quand même une grande tendance, votre question de manière générale. C'est lié effectivement à la longévité des équipements et un modèle économique d'acheter un usage, en tout cas d'aller vers une orientation d'un constat à l'usage, parce que c'est pas une pérenniser son investissement sur du long terme, intégrer des refresh technologiques si nécessaire. Et comme l'a très bien dit Thierry, il faut voir le modèle économique du quand ça change, quand c'est bénéfice, quand c'est négatif. Mais c'est clairement une forte tendance donnée en tout cas de manière générale. Et on découvre, je ne vais pas demander de parler d'un modèle qui était très intéressant, mais on peut aller sur des choses assez loin dans ce modèle de service. Donc il faut vraiment être assez ouvert d'esprit et effectivement regarder les bonnes règles pour que ça fonctionne correctement. Est-ce qu'il y a une autre question? Nous avons encore du temps. Je regarde la régie qui me dit que c'est OK. J'arrive. Bonjour. Est-ce que sur la longévité, vous allez utiliser l'énergie hydrogène? Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'hydrogène?
Très court. Alex l'a dit, on ne fait pas de batterie, on ne fait pas non plus d'électrolyseur. En revanche, on regarde l'hydrogène avec beaucoup d'intérêt comme étant un vecteur provisoire d'une transition totalement décarbonée. Voilà, c'est peut-être un peu politique. Enfin, le principe de Carnot, il existe, hein, donc à force de transformer, il ne va pas rester grand-chose à la fin. Enfin, j'ai entendu des projets un peu fumeux où on allait utiliser de l'énergie nucléaire pour fabriquer de l'hydrogène pour le recombiner dans des cellules à combustible, des piles à combustible. Enfin, en tout cas, personnellement, non. Mais Alex, c'est peut-être un autre avis. Oh. Non, mais c'est vrai, Thierry, on ne fabrique pas les électrolyseurs, ça c'est très spécialisé, mais on fabrique les solutions de, comment on dit, power quality, donc la qualité de puissance. Voilà. Et donc on travaille avec des partenaires qui ont des électrolyseurs pour mettre en place des solutions basées sur l'hydrogène, dont par exemple les usines pour la production de l'acier. Mais c'est le tout début de ça. Là, l'acier, je pense que c'est à peu près 7% des émissions mondiaux, juste pour la production d'acier. C'est vraiment une industrie très, très sale aujourd'hui. Et on est juste maintenant sur le point de pouvoir transformer ça. Mais aussi pour l'hydrogène, Hitachi Energy a ce générateur d'électricité qui est alimenté par de l'hydrogène. Donc ça remplace en fait des générateurs à diesel qu'on trouve sur les chantiers ou les hôpitaux, etc. On est jeudi aujourd'hui. Lundi, j'étais chez un client, un des top 50 français, vous savez, ceux qui sont montrés du doigt, là, les name and shame, parce qu'ils produisent beaucoup de CO2. Par charité, je ne le nommerai pas, pour produire 1 tonne de ce qu'il produit, 2 tonnes de CO2. Donc typiquement, voilà, ce que c'est que décarboner la société, c'est l'électrifier, c'est remplacer ça par des solutions beaucoup plus vertueuses. Mais quand on produit 2 tonnes de CO2 pour produire 1 tonne de matière du produit fini, effectivement, là, il y a une responsabilité par rapport à la planète, ouais, clairement. C'est bien, t'as été nickel. Est-ce qu'il y a une autre question? Il nous reste 4 minutes, si je suis online. Ah. Merci beaucoup. Vous avez parlé beaucoup d'énergie, mais est-ce que vous auriez des exemples d'actions que vous avez mis en place pour réduire votre consommation d'eau, et notamment par unité dont vous parliez tout à l'heure, vous l'avez abordé succinctement? Est-ce que tu as une idée? J'ai pas de chiffres. Le principal, en tout cas, la première source d'énergie ou la première source d'utilité dont on s'est occupé dans nos usines, c'est l'énergie électrique. Et aujourd'hui, dans les usines d'Hitachi, l'énergie, en tout cas, elle est 100% renouvelable. Alors, 100% renouvelable, c'est ce qu'on dit dans les rapports corporate avec plein de couleurs et jolis graphes. Pardon d'être politiquement non correct. Je pense qu'il y en a effectivement 80-85% qui sont renouvelables et 5 ou 10 qui sont compensés par des crédits, etc. Parce que c'est un peu compliqué d'avoir 100% de vrais renouvelables. En fait, on n'utilise pas beaucoup d'eau dans nos processus. Fabriquer des équipements électriques haute tension, fabriquer du logiciel, c'est assez peu consommateur d'eau et c'est certainement pas un des points que l'on surveille le plus. En revanche, on contrôle énormément les dégâts ou en tout cas la pollution qu'on peut apporter à l'eau qu'on utilise. Parce qu'on a des huiles dans les transformateurs, parce qu'on a des gaz, parce qu'on a des produits polluants. Et donc on est très attentif à ne pas rejeter des eaux qui seraient d'une qualité moindre ou inférieure à celle qui est entrée. Super. Du coup, dernière question, s'il y a. Dernière question. On a du temps. J'avais une question, en fait, comme on parle quand même des différences entre le Japon et la France, est-ce que vous, en termes d'organisation, vous sentez une différence d'incarnation? Est-ce que dans le calcul de vos bonus, par exemple, entre le Japon et en Europe, il y a vraiment un zoom qui est mis sur justement le respect de ces engagements? Donc, depuis, je pense, 2021,
le système de rémunération de nos dirigeants, y compris le PDG. Donc il y a une partie qui prend en compte une mesure de valeur environnementale. Donc c'est lié à nos engagements, mais aussi si le dirigeant il peut prouver que il a un effet sur la réduction de carbone, là ça peut affecter justement son bonus. En fait, ce n'est pas purement environnemental. Il faudrait prendre un spectre plutôt RSE, ESG, CRDS. Et dans cette perspective-là, oui, les managers que nous sommes, on a tous, du manager d'un pays jusqu'au CEO, des engagements par rapport à la diversité, par rapport aux accidents du travail, par rapport à l'emploi de jeunes, par rapport à la féminisation, j'en ai parlé, et par rapport à certains critères CO2, par rapport en particulier à l'alimentation des usines. Oui, tout à fait. Oui. Et depuis assez longtemps, oui. Et au Japon également. Oui, ce qui a pacté au niveau des countries et de la région remonte effectivement à Hitachi Limited, qui est le patron du board, effectivement, ce qu'a disait Alex. C'est pas fait de la même façon, mais ça s'est réparti partout à travers le monde. Good. Bah, écoutez, vous avez le droit à une petite vidéo de promotion. Non, je rigole, on n'a pas le droit. Ah, pardon. Hop, tout de suite. Excusez-moi. Ouais, bonjour. Vous parliez de l'arrêt du nucléaire au Japon avec Fukushima et d'un éventuel retour. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette partie-là ? Alors on peut développer, mais pas dans le temps qui nous est imparti. Rapidement. Hitachi est très intéressé avec la reprise du nucléaire. Il a des technologies, il y a des joint ventures. Il va y revenir. Il faut quand même comprendre que ce qui s'est passé avec Fukushima a eu des impacts sur l'ensemble de la filière au niveau mondial. Mais évidemment, le gouvernement japonais et les sociétés japonaises reviendront sur le nucléaire, qui sont une des manières de décarboner l'énergie primaire, en tout cas au niveau de sa production. C'est bon ? Super. C'est un vrai sujet en tout cas. Mais comme l'a dit, il faudrait 1h30, ou alors préparer les questions avant pour qu'on soit équipé et tout ce qui va bien. Donc merci, voilà, c'est pour la fin. Merci à vous en tout cas, merci pour les questions, merci pour l'interaction, merci encore messieurs. Surtout qu'il y avait plein de trucs qu'on avait prévus qui n'ont pas été prévus, donc c'est parfait, comme quoi ça sert à la préparation. Non, merci beaucoup en tout cas pour l'échange et la qualité de l'échange. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de points complémentaires, n'hésitez pas à venir sur nos stands, on n'a pas de goodies, on n'a rien, c'est interdit. Non mais rigolez pas, c'est interdit. Mais s'il y a des choses plus particulières, voilà, vous avez repéré un peu les têtes, n'hésitez pas, ça marche pas. On a fait ce qu'il fallait. Climate change is the biggest challenge facing humanity. We need to get to net zero. Zero. It's a huge number. Complex, costly, disruptive perhaps. Transformative? Absolutely. It has to be. The world committed to change. Now it's a time for actions, not just words. This drives what we do at Hitachi. Our scale and connectivity join the dots between governments, industry and cities. Together we harness renewable energy and share it between nations. Collectively, we make sustainable transport the go-to route for journeys near and far. With the power of data, we move faster in every endeavour. And with global perspectives, find answers to fit the wide world. We've transformed our business, but collaboration is how we'll make a real impact. We're all part of making it possible, and every individual effort adds up to zero. Merci beaucoup. Bon atelier pour ceux qui changent d'atelier. Ici, on va plutôt partir de la data, et la data liée au CO2, comment on peut monitorer ça, comment on peut mettre en place un processus. On va plutôt venir à la partie données pures. Merci beaucoup en tout cas.